Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce Jeudi Santé. Comme vous le savez, les Jeudis Santé, c'est une activité d'animation du réseau des clubs d'éducation à la santé pour une prévention active. Les conférences des Jeudis Santé sont offertes par le service d'animation du réseau CESPA. C'est pour vous aider à prendre votre santé en main. Il a été possible de présenter ces conférences gratuitement grâce à la collaboration de nos partenaires et commanditaires qui nous appuient dans notre mission. On les remercie. Dans le cadre de la Journée internationale du cancer chez l'enfant, vous pourrez faire une contribution volontaire à la Fondation haïtienne anti-cancer infantile, la FACHI. Et vous aurez les coordonnées pour pouvoir faire les dons nécessaires. Maintenant, laissez-moi vous présenter brièvement les conférenciers. Je vais juste... Nous avons le plaisir d'accueillir comme conférencière principale le docteur Pascal Garçon, qui est médecin, qui après avoir terminé ses études secondaires, son choix de carrière était d'abord de devenir agronome. Ses parents voulaient qu'elle devienne agronome. Mais elle a obtenu une bourse d'études pour étudier la médecine à Cuba et elle a opté pour cette deuxième profession. Après avoir été graduée comme médecin, elle a vécu 10 ans à Cuba. Puis par après, elle est rentrée au pays où elle a travaillé dans une zone rurale comme médecin pendant 1 an. Puis, elle s'est établie à Port-au-Prince pour travailler à l'hôpital Les Saints-Damien. Elle a commencé comme simple pédiatre pour devenir plus tard responsable du service d'oncologie pédiatrique. Elle s'est spécialisée en oncologie pédiatrique par la suite de 2004 à 2010 jusqu'au séisme du tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010. Et en 2011, elle a obtenu un fellowship en oncologie pédiatrique à UNITAD National on Oncology Pédiatrique au Guatemala, une formation financée par le centre hospitalier Saint-Jude qui est aux États-Unis. Et actuellement, elle finalise une maîtrise en santé globale de l'enfant à une école au Guatemala grâce à la collaboration du même institut. L'autre invité, ce sera, donc je vais vous le présenter, c'est le docteur Brutus.
Donc, le CV de Dr. Brutus est assez éloquent. Donc, ça nous prendrait quasiment toute l'heure qui nous est allouée pour pouvoir le présenter. Donc, brièvement, je vais dire que le Dr. Brutus est également médecin. Il a une spécialité en gynécologie d'État d'Haïti. Après ça, maintenant, il s'est spécialisé en santé publique. Elle a été à Johns Hopkins, qui est une université que je connais très bien, qui est vraiment le ultra, comme on dit souvent, en matière de santé publique. Et après ça, elle a fait une carrière internationale, et en particulier au niveau de l'Afrique, où il a pu apporter son expertise dans différents pays, en passant par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Tunisie, et j'en passe, comme on dit. Okay? Puis après ça, il a mené une carrière qu'on appelle au niveau des organismes internationaux et qui a permis vraiment de servir son pays, comme on dit, d'origine. Donc, actuellement, il occupe la direction et la présidence du conseil d'administration de la FACHI et sans compter qu'on appelle nous ces autres dossiers qu'il a menés, qu'il mène actuellement. Donc, de toute façon, vous aurez la chance de lire plus en détail ces présentations-là. Malheureusement, je n'ai pas eu la présentation du Dr Sanon. Et on va donc lui laisser la parole pour qu'elle se présente brièvement. Donc, Dr Sanon, la parole est à vous. Tu l'as fait tomber, le Claudie. D'accord. Je suis Dr Catherine Sanon. J'ai fait mes études médicales ici en Haïti à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Ensuite, j'ai poursuivi ma formation et j'ai fait une spécialisation en pédiatrie avec le consortium Hôpital Nos Petits Frères Saint-Damien et également l'Hôpital Bernard-Meuse et l'Université Notre-Dame d'Haïti. Donc, tout de suite après ma formation en pédiatrie, j'ai intégré l'unité oncologique de l'Hôpital Saint-Damien en tant que responsable de la nutrition. Et entre-temps, j'ai eu une formation en postgradué en nutrition avec l'Université de Boston. Donc, jusqu'à date, je travaille à l'unité oncologique pour un programme qui s'appelle International Initiative for Pediatric and Nutrition. Donc, c'est un programme qui a instauré un suivi nutritionnel pour les patients avec cancer à l'hôpital Saint-Damien. Donc, en gros, voilà. Oh. Puis, votre passion pour la nutrition est venue comment? Je crois que c'est durant mes études médicales, j'avais toujours cette tendance à avoir beaucoup de photos d'aliments healthy. Je voulais avoir vraiment une diète qui est très healthy. Donc, c'est de là qu'est venue ma passion. Ensuite, j'ai eu à faire une rotation durant ma spécialisation. Il y a une salle qui est dédiée à la malnutrition à Saint-Damien et j'avais vraiment aimé cette rotation. Déjà, notre situation en Haïti, on a tellement de cas, il y a tellement à faire, ça a vraiment aiguisé mon envie d'aller vers ce champ. Donc voilà, c'est ça. Merci. Donc, sans plus tarder, on va débuter notre conférence de ce soir avec l'intervention du docteur Pascal Gasson. Donc, Pascal, on va te donner deux doigts de partage d'écran et tu pourras commencer ta présentation. Ah oui. En attendant, bon, je profite pour vous remercier de cette opportunité de nous avoir donné et l'heure aujourd'hui pour parler un peu du cancer infantile et de la réalité en Haïti. Donc, sans plus tarder, nous allons partager. OK, donc voilà. Donc, vous voyez ma voix? Oui, ça va. Donc, nous allons parler du cancer infantile en Haïti. Donc, c'est quoi le cancer? Le cancer, c'est un ensemble de pathologies qui se produit par la transformation des cellules. Parce que comme nous le savons, le corps humain est formé de tout un ensemble de cellules. Donc, ce sera l'ensemble des pathologies qui se produisent par la transformation des cellules et qui vont proliférer de manière excessive et ce qui va perturber le fonctionnement de l'organe où la pathologie cancéreuse prend naissance. Donc, on va parler un petit peu de l'hôpital Saint-Damien. L'hôpital Saint-Damien
travaille sous la tutelle de l'organisation internationale qu'on appelle Nos petits frères et sœurs. Il a été créé en 1989 pour venir en aide aux enfants vulnérables. En 2010, après le séisme, l'hôpital s'est transformé en un hôpital materno-infantile parce qu'on était d'abord un hospice à Pétionville, puis on a été transféré à Tabor, on s'est converti en un hôpital pédiatrique et après le tremblement de terre en 2010, donc l'hôpital a été transformé en un hôpital materno-infantile avec une capacité de 224 lits. Et quoi l'année dernière, en 2021, à cause des problèmes financiers, on a dû réduire le nombre de lits. On est passé à 198, dont 158 en pédiatrie, 82% et 18% en maternité qui représentent 40 lits. Donc, l'hôpital dispose d'une salle d'urgence, d'une clinique externe, d'un service de cardiologie, d'un service antirétroviral et de santé communautaire, d'une maternité à haut risque, d'un service de néonataux, de plusieurs blocs opératoires, d'un service de radiologie, de laboratoire, de soins intensifs, d'unités oncologiques pédiatriques, etc., et également de services et social. Et depuis bientôt plus de 5 ans, l'hôpital héberge un programme de résidence en pédiatrie, d'où le docteur Sanon est une promotion. Donc ça, vous pouvez voir notre joli hôpital, pas vrai, et l'hôpital Saint-Damien, situé à Tabor. Donc, pour commencer, nous allons vous parler du défi et du cancer infantile dans le monde. Ça, c'est une publication qui a eu lieu en 2015 dans le Journal Clinical of Oncology, d'où en haut à gauche, vous voyez que à mesure qu'il y a un renforcement du système de santé et qu'il y a un contrôle de certaines maladies, surtout des maladies infectieuses en rouge, vous allez voir qu'il y a eu une transition épidémiologique avec augmentation des cancers qui est là-bas en bleu. En haut à droite, ça c'est la charge du cancer infantile dans le monde. Et la majorité des enfants avec cancer infantile sont situés entre l'Asie et l'Afrique. En Amérique latine et dans les Caraïbes, ici, cette région héberge 3,1% du cancer infantile de la région. Donc, en bas à gauche, ça représente la charge que plus de 80% des enfants avec cancer vivent dans les pays qu'on appelle les pays à faible et moyenne ressources économiques. Donc, comme vous voyez bien sur ce diapo, qui illustre si bien la charge, le défi qui est lié au cancer infantile dans le monde. Si vous vous rappelez le diapo antérieur, la charge était située entre l'Afrique et l'Asie. Vous allez voir qu'en Afrique, par exemple, c'est à peine 6% du cancer infantile qui est diagnostiqué. Et dans notre région, dans les pays de l'Amérique centrale, qui est à AOPCA, parce qu'on forme un groupe très dynamique et qui lutte contre le cancer infantile et qui, conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé et le Saint-Jude Research Hospital, le défi est grand, mais on a une grande ambition, c'est d'ici 2030, augmenter le taux de survie à 60%, c'est-à-dire sur chaque 10 enfants, faire arriver à vivre, à guérir 6 enfants. Alors qu'actuellement, par exemple, dans les pays riches, sur chaque 5 enfants, ils arrivent à sauver 4 enfants. Alors que dans les pays pauvres ou les pays à faible et moyenne ressources économiques, sur chaque 5 enfants, on arrive à peine à sauver 2 ou 4. Donc, le défi maintenant, c'est d'ici 2030, augmenter la survie à 60%. Et comme vous allez voir, dans la région AOPCA, qui est l'association hémato-oncologie pédiatrique de l'Amérique centrale, dont Haïti et la République dominicaine nous faisons partie, dans cette région, on arrive des 3,1% des enfants de l'estimation faite, on arrive
à diagnostiquer que 1%. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à diagnostiquer la moitié, c'est-à-dire que tout le reste des enfants meurent. Ça, c'est un autre diapo que j'aime également. Et à gauche, OK, vous allez voir que c'est une étude qui a été publiée dans le Lancet en 2019, où vous voyez que la charge du cancer infantile en termes d'incidence et de mortalité, OK, ça se situe ici. Je ne sais pas si vous suivez ma flèche pour l'incidence, au niveau des pays à faible et moyenne ressources économiques. Et idem pour la mortalité. Donc, le cancer, selon le manuel de l'OMS qui a été publié en 2014 et 2015, vous allez voir les cancers les plus fréquents par groupe d'âge. C'est ainsi que dans tous les groupes d'âge, vous allez voir que c'est les leucémies ou encore cancer du sang. Et ensuite, pour les moins de 5 ans, il y a le neuroblastome, la tumeur de Wilms, les tumeurs testiculaires, le fameux rétinoblastome qui est un cancer au niveau de l'œil ou des yeux, parce qu'on a deux yeux. De 7 à 10 ans, on voit qu'après les leucémies, ce sont les lymphomes non-Hodgkin et Hodgkin, les tumeurs du système nerveux central, le sarcome, des tissus mous. Et chez les plus de 10 ans, c'est à peu près les mêmes pathologies, mais après les tumeurs du système nerveux central, on voit les tumeurs à cellules germinales. Donc, quels sont les défis liés au cancer infantile mondial et plus dans les pays à ressources limitées ou à faibles ressources? C'est le sous-diagnostic et la présentation tardive. L'éducation n'est pas faite, la sensibilisation n'est pas faite. Il y a l'accès au système de santé est difficile et le diagnostic n'est pas fait et le personnel n'est pas vraiment qualifié. Par exemple, en Haïti, on n'a que 2 oncologues pédiatriques pour une population d'enfants de moins de 35% de la population à moins de 15 ans. Et pour le pays normalement, selon nos estimations, 504 nouveaux cas de cancer chaque année. Nous allons voir cela et plus devant. Okay? Il y a également la malnutrition et l'infection. Catherine va aborder ce sujet avec la malnutrition. On a le refus d'abandon et de traitement et on a limitation dans les soins supportifs. Les traitements qu'on donne dans les pays à moyennes ressources ou les pays riches ne sont pas adaptés à notre réalité. Il n'y a pas de registre de cancer, c'est pourquoi on ne connaît pas la charge du cancer infantile en Haïti et ce n'est pas une priorité pour nos autorités de santé. Donc, il n'y a pas de politique ou très peu de politique nationale de manière générale dans les pays à faibles ressources économiques. Donc, comme je vous l'ai dit préalablement, l'organe dans une initiative pour augmenter la survie à 60%, l'OMS, conjointement avec le Century Research Hospital et tous les acteurs dans le monde et sensibilisés à la cause, on s'est donné des objectifs pour augmenter le taux de guérison à 60%. Donc, on a fait une priorité, ces différents types de cancers que vous voyez sur le corps, comme la leucémie, parce que ce sont les cancers où, malgré les ressources limitées, on peut arriver à guérir. Okay? Et c'est un type de leucémie bien déterminé qui est la leucémie lymphoblastique aiguë, le lymphome de Burkitt, le lymphome de Hodgkin et le Wilms qui est une tumeur rénale qui peut être unilatérale et bilatérale puisqu'on a 2 reins après et le rétinoblastome est tumeur du système nerveux, un type de tumeur du système nerveux central appelé gliome de Bagrad. Donc, quels sont les signes et symptômes du cancer infantile? Okay? De manière générale, ce sont des signes spécifiques qui peuvent ressembler à d'autres pathologies. Mais en cas de leucémie, par exemple, l'enfant peut se plaindre de fatigue, de douleurs osseuses, articulaires, de pâleur, des pétéchies. Les pétéchies, ce sont des petites taches rouges et de la grosseur d'une tête d'épingle qu'on voit pour des troubles et pour une baisse des plaquettes. On peut avoir un saignement au niveau du nez et saignement au niveau des gencives, adénopathie, hépatosplénomégalie, augmentation du testicule, pas du pénis, d'accord? Excusez-moi.
Pour la tumeur du système nerveux central, on a la triade et céphalée, nausée, vomissement. Mais on peut également avoir troubles de la conduite, somnolence, irritabilité, diminution du rendement scolaire. OK? Ceci ne peut pas dire obligatoirement que tous ces signes sont ou du moins tous ces signes, dès qu'un enfant a ces signes, il a obligatoirement un cancer et non. Ces signes disent que les parents doivent aller chez les médecins, OK, pour se faire diagnostiquer. Et pour la tumeur de Wilms, il y a une masse abdominale. L'enfant peut avoir une hématurie, c'est-à-dire les urines avec du sang. La tension peut être élevée. Et dans les rares cas, on peut avoir fièvre et constipation. Le rétinoblastome a une leucocorée, c'est une tache blanchâtre, généralement qu'on voit au niveau de la rétine. Et lorsque la lumière, surtout le soir, c'est le reflet de la lumière sur la tumeur, OK, on appelle le leucocorée et un strabisme. Et pour les lymphomes, dépendamment de la localisation, si c'est un lymphome au niveau du thorax, il y aura toute difficulté respiratoire. Si c'est au niveau de l'abdomen, et distension abdominale, douleur abdominale, on peut avoir une masse, on peut palper une masse, fièvre, perte de poids et sudation nocturne. Donc, quelle est la réalité du cancer infantile en Haïti? Vous allez voir, de 2004 à 2021, on a eu 804 enfants avec diagnostic confirmé de cancer. Et vous pouvez suivre la courbe. C'est une courbe en nette augmentation, bien que durant les 2 dernières années, et pour vous dire, on avait pensé que d'ici 2020, et on aurait atteint les 100 nouveaux cas par année. Mais malheureusement, vu l'instabilité politique, la pandémie, OK, tous les problèmes qu'on a eus, OK, et ça a baissé le nombre d'enfants à venir et à l'hôpital. Donc, c'est pourquoi vous avez vu une baisse, mais durant de 2015 à 2020, à peu près, et ce sont en moyenne 90 nouveaux cas par année. Donc, comme vous pouvez le voir, OK, on a dit qu'on devrait avoir 504 nouveaux cas par année. L'hôpital Saint-Damien ne reçoit qu'à peu près 18%. C'est-à-dire, il y a plus de à peu près 90% des enfants qu'on n'arrive pas à diagnostiquer et qui meurent, OK, dans un hôpital, chez les charlatans ou chez eux. Donc, à gauche, vous pouvez voir les statistiques générales de l'hôpital Saint-Damien en 2020 et 2021, où la consultation pédiatrique a baissé en 2021, ainsi que l'admission. La consultation en oncologie également, mais l'admission en oncologie est à peu près restée pareille, bien qu'on a eu une augmentation en 2021. Et à droite, OK, sur cette courbe, vous allez voir, c'est une courbe croissante, OK, mais qui décroît un petit peu en 2020 et en 2021. Donc, la fréquence des pathologies cancéreuses à l'hôpital Saint-Damien, ça ne suit pas en réalité l'épidémiologie est mondiale, OK, parce que c'est après la leucémie, c'est la tumeur et les tumeurs du système nerveux central, mais on ne reçoit les tumeurs du système nerveux central que depuis 2 ou 3 ans, d'accord? Donc, on ne connaît pas avant à Saint-Damien parce qu'on n'avait pas l'infrastructure et on n'a pas d'ailleurs, donc on est obligé de voir ces cas avec l'hôpital Bernard-Meuse. Mais cependant, en premier lieu, on a les leucémies aiguës, suivi du Wilms, du rétinoblastome, des lymphomes, des tumeurs germinales, du rhabdomyosarcome et des autres. Donc, nous avons eu, des 804 cas, on a eu plus de garçons que de filles, soit 55,5% de garçons pour 44,5% de filles. Nous recevons des cas des 10 départements du pays, bien que vous voyez sur la carte, il y a plus de patients en provenance du département de l'Ouest, mais c'est un peu biaisé parce qu'au début, jusqu'à 10 et première année du programme, OK, lorsque les gens venaient
étaient transférés d'une province à Port-au-Prince, ils donnaient l'adresse où ils étaient hébergés. Donc, ce qui a biaisé un petit peu les données en relation avec la démographie. D'accord? Et l'année dernière, on a même reçu un enfant des îles Turques et Caïcos, OK? Et qui avait une leucémie myéloïde aiguë. Bon, le taux d'abandon bon, on est passé de 50 à 25% et c'est extrêmement élevé. On voulait bien le réduire à 1%. Mais là, on travaille là-dessus, c'est à 12,18% et un taux de décès à peu près à 30%. Quels sont les défis? Donc, le cancer infantile est sous-diagnostiqué en Haïti. L'hôpital ne reçoit que 18% des enfants avec cancer. La majorité des enfants arrivent à un stade avancé de la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a un faible accès au système de santé, au temps du diagnostic, l'éducation, la croyance, les problèmes socio-économiques, les problèmes culturels, etc. Et on a limitation en pathologie. Et lorsqu'on dit en pathologie, en anapath, en imagerie et autres examens de laboratoire, et non-disponibilité des molécules anticancéreuses et des soins supportifs également, accès et disponibilité des produits sanguins difficiles et restreints, et il n'y a pas de radiothérapie. Donc, pour les enfants nécessitant de radiothérapie, on est obligé de les référer. On a toute une logistique, toute une structure, on les réfère en République dominicaine. Actuellement, on a un enfant qui est parti la semaine dernière que probablement le docteur Brutus va en parler. Donc, quelles sont les perspectives? Conjointement avec la Fondation, l'Hôpital Saint-Jude, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé publique. Et l'année dernière, on a travaillé sur un plan national de cancer infantile qui a été validé, mais qu'on attend l'implémentation. Et réaliser l'éducation des médecins, avoir plus d'oncologues pédiatriques, de chirurgiens pédiatriques, d'intensivistes, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, parce que c'est une prise en charge multidisciplinaire, OK? Il faut bien qu'on donne des anticancéreux, mais il y a tout un ensemble d'effets secondaires également qu'il faut prendre en charge. Donc, il faut également sensibiliser et éduquer le public, améliorer la prise en charge et il nous faut commencer à investiguer, à faire des publications à l'échelle régionale, locale, nationale, régionale et internationale. Donc, en conclusion, on a une insuffisance ou manque de ressources et en formation également. Il nous faut une volonté politique. Il faut que les autorités de santé fassent du cancer en général et du cancer infantile en particulier une priorité. Il faut renforcer la collaboration locale entre toutes les parties prenantes, former, encadrer le personnel médical, renforcer la collaboration régionale et internationale. Il nous faut moderniser nos laboratoires et nos centres d'imagerie. Et enfin, il y a une nécessité d'un effort global et adapté pour améliorer la prise en charge des enfants avec cancer en Haïti. Merci. Merci, Dr. Gassan. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole maintenant au Dr. Brutus. Donc, Dr. Brutus, donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et est-ce que... Okay. Donc, maintenant, la parole est au Dr. Brutus. Donc, Dr. Brutus a dit que, comme président de la Fondation, Je pense que Dr. Sanon pourrait prendre la parole d'abord. Ah, OK. Je pensais que tu voulais, comme intervenir, réagir au contenu de chacun. Bon, pas nécessairement. Je pense que c'est souhaitable que le Dr. Sanon complète la présentation du Dr. Gassan. OK. Donc, je pensais que tu voulais réagir au Dr. Gassan après ça, Dr. Sanon. Donc, alors, on cède la parole au Dr. Gassan. Non, Sanon. Non, Dr. Sanon, je pense. Catherine, je vais te passer les diapos, d'accord? D'accord. Est-ce que je peux... tu vas passer pour moi? OK. Sinon, j'aurais pu partager l'écran moi-même, mais bon, ça va. Donc, il faut que tu arrêtes de partager ton écran et recommencer. OK.
Vas-y, Catherine, tu peux partager ton écran. Vas-y, parce que j'ai donné l'autorisation à tout le monde de partager l'écran. Peux-tu mettre sur grand écran? Oui, on me voit. Oui, mais pourrais-tu mettre les diapos sur grand écran? Oui, c'est le cas. OK, ça va. C'est un slideshow? Oui, oui. Ça va? OK. Donc, bonsoir à nouveau. Je suis Dr. Catherine Sanon. Je suis chargée de la nutrition à l'unité oncologique de l'hôpital Nos Petits Frères et Sœurs. Donc, c'est avec un programme de nutrition qui existe à travers le monde qui s'appelle International Initiative for Pediatric and Nutrition. C'est aussi avec ce programme qu'on a instauré un programme de nutrition à l'unité oncologique à partir de l'année 2019. Donc, bien avant de parler de... Il y a quelqu'un qui n'est pas mute? Oui, c'est ça, c'est Jean-Robert. Je le mets sur... Ça va. OK. Donc, bien avant de parler de l'importance de la nutrition dans la prise en charge du cancer ou encore dans le cancer infantile, il est bien de faire un petit topo de la situation en Haïti. Donc, nous savons qu'en Haïti, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de données parce que nous ne faisons pas suffisamment de recherche, mais le peu de données dont nous disposons montre que nous avons 80% de la population en Haïti qui est sans emploi et 1 de 5 enfants en Haïti, malheureusement, est malnutri. Donc, de ces enfants-là, 7% vont mourir avant d'atteindre leur 5e année. En général, c'est suite à la malnutrition ou bien des pathologies respiratoires diarrhéiques. Donc, c'est pour vous dire que, bien avant de rentrer dans le problème du cancer, nous avons déjà une situation de nutrition qui est vraiment, qui porte à désirer en Haïti parce que 6% des enfants en Haïti souffrent de malnutrition aiguë et 22,7% souffrent de malnutrition chronique. Donc, c'est assez grave la situation déjà pour la nutrition en Haïti. Maintenant, voyons en quoi la nutrition aurait pu aider à prévenir le cancer, parce qu'il y a beaucoup de débats. Quel est le rôle de la nutrition? Parce qu'au départ, on n'avait pas vraiment donné sa place à la nutrition dans la prise en charge du cancer chez les enfants, beaucoup plus chez les adultes que chez les enfants. Donc, ce qu'on a remarqué avec les études, au fil des ans, on a vu que ça doit être de pair. On ne peut pas faire la prise en charge du cancer chez l'enfant sans instaurer la prise en charge nutritionnelle. Donc, contrairement chez l'adulte, la nutrition ne peut pas vraiment prévenir le cancer, parce qu'on a remarqué que la plupart des cancers infantiles ne sont pas évitables. Donc, il peut y avoir des facteurs génétiques, environnementaux et autres qui se mettent ensemble pour que l'enfant développe la nutrition, contrairement à l'adulte. Donc, vraiment, on fait la prévention, c'est surtout concernant des cancers qui pourraient être évitables à l'âge adulte. Donc, c'est surtout pour les cancers que l'enfant pourrait développer. À l'âge adulte, c'est là que la nutrition pourrait, c'est là que la prévention sur le cancer infantile pourrait intervenir. Par exemple, pour le virus, humain papillomavirus, on peut donner un vaccin, ensuite l'hépatite, mais vraiment, la prévention, ce n'est pas encore bien stable par rapport au cancer infantile. Cependant, on a remarqué que il y a certains cancers tels que le neuroblastome, la leucémie, les tumeurs du système nerveux central. Le risque de survenue de ces cancers peut être diminué par la prise d'acide folique par les femmes en âge de procréer ou bien les femmes qui sont enceintes. Donc, il y a une méta-analyse qui a été réalisée en 2007 donc, qui a prouvé que ces cancers-là, donc depuis la période prénatale, on peut déjà diminuer le risque de survenue de ces cancers par la prise d'acide folique. Maintenant, on a remarqué également que la diète peut avoir une implication de la structure et l'expression de certains gènes, bien qu'on n'incrimine pas vraiment la diète de la survenue du cancer chez les enfants, mais des études montrent que la diète, effectivement, peut jouer un rôle parce que ça rentre dans la réparation de l'ADN, ça peut jouer un rôle dans l'apoptose, dans la différenciation des cellules ou encore dans la survenue d'inflammation. Donc, on a vu que le sélénium, la vitamine A, la vitamine B12, le thiamine, la vitamine B6 et le zinc
Donc, ces nutriments-là pourraient altérer la structure ou bien l'expression de certains gènes chez des patients, chez des enfants qui ont déjà une prédisposition. Maintenant, pourquoi c'est important de parler de la nutrition dans le cancer infantile? C'est quoi sa place? Donc, ce qu'on a remarqué, bien qu'avec la nutrition, il est vraiment difficile de prévenir la survenue du cancer, on a vu que chez les enfants atteints du cancer, soit au décours de la maladie ou du moins pendant qu'ils sont en traitement, ces patients peuvent développer des problèmes de malnutrition, soit la dénutrition ou bien l'obésité. Donc, la malnutrition en soi a des causes multifactorielles. Ça peut être dû à la maladie. Par exemple, si l'enfant peut avoir une masse qui fait une obstruction mécanique au niveau du tube digestif, l'enfant peut également avoir une diminution de l'absorption des nutriments au niveau de son organisme. Il y a également des facteurs suppresseurs de l'appétit qui peuvent se développer. Donc, par rapport à la maladie, il y a différentes causes qui peuvent expliquer que l'enfant développe une malnutrition. OK? Ça peut être dû aussi au phénotype du patient, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas d'altération au niveau de son métabolisme ou encore est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de ses besoins pour sa croissance, etc. Le statut socio-économique joue un très grand rôle dans l'état nutritionnel du patient. Donc, comme on a vu en Haïti, nous avons une situation où beaucoup de gens sont au chômage, bien que ces données datent de quelques années. Je suis sûre que c'est encore pire maintenant. Donc, le statut socio-économique, le parent ne peut pas donner à manger à son enfant. Il y a certains patients qui ont un repas par jour, certains c'est juste une potage de pain. Donc, le statut socio-économique joue également un rôle, comment est l'état nutritionnel du patient quand il est affecté par le cancer. Maintenant, le type de traitement également joue un rôle dans l'état nutritionnel. Si le patient reçoit soit de la chimio ou bien de la radiation ou bien de la chirurgie, donc tout ça peut affecter son état nutritionnel. Donc, il y a l'aspect psychologique qui rentre en charge. Il y a des patients automatiquement qui savent qu'ils vont recevoir la chimio, donc ils commencent à avoir des nausées, des vomissements, qui ont une douleur abdominale, tout ça peut diminuer le rapport en aliments. Donc, comme j'ai dit, on peut avoir la diminution de l'appétit qui est due à la maladie en elle-même. Il y a des facteurs suppresseurs qui se mettent en branle. Donc, le patient a une diminution de son appétit. Donc, peut développer soit au cours de la maladie, bien avant le diagnostic ou bien durant le traitement, peut avoir de l'anorexie. Donc, le patient n'a vraiment pas envie de manger, peut avoir une mucosite, ce sont des lésions qu'on peut avoir au niveau de la bouche et de tout le tube digestif. Donc, ces lésions-là sont douloureuses, le patient va diminuer son apport et lorsqu'ils ont des douleurs abdominaux également, ils ne mangent pas ce qu'ils devraient, donc ils ne prennent pas la quantité suffisante, parfois ils ne mangent pas du tout. Donc, tout ça peut entraîner la malnutrition ou encore la survenue de nausées ou de vomissements, soit après la prise de chimio. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer que le patient, au cours du diagnostic ou bien au cours du traitement, peut avoir une dénutrition associée à son cancer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cancer? Donc, il y a une augmentation des besoins du patient, donc dépendamment du type de cancer. Par exemple, pour les masses, il y a certaines masses, il y a beaucoup plus de demandes d'énergie, etc., qu'ils utilisent eux-mêmes pour leur croissance. Il peut y avoir augmentation des pertes, dépendamment de ce que le patient présente comme symptomatologie. Donc, ce qui va entraîner une diminution de la prise de nutriments. Avec la diminution de la prise de nutriments, donc on va avoir un déficit en énergie, en protéines et en micronutriments. Ce sont des éléments qui sont nécessaires pour l'organisme, également pour la croissance. Donc, avec ces déficits-là, on va avoir un retard de croissance chez ce patient qui a déjà son cancer. Donc, ça va entraîner une diminution de sa qualité de vie. Également, ce qui est très important, une détérioration de son système immunitaire. Donc, ce qui le met enclin à développer des infections systémiques et ça augmente le risque aussi de morbidité et de mortalité relatifs au traitement. Maintenant, donc, un patient diagnostiqué avec un cancer doit avoir un suivi nutritionnel. Non seulement dès le diagnostic, faire l'évaluation nutritionnelle, mais avoir un accompagnement tout au long de la prise en charge, tout au long du traitement, jusqu'après le traitement, pour s'assurer que ce patient a un état nutritionnel plus ou moins stable selon son âge. Donc, il faut
instaurer une diète qui soit équilibrée selon les besoins, selon l'âge du patient et qui soit personnalisée. Donc, dépendamment du type de cancer, donc, il y a une diète qu'il est nécessaire d'instaurer qui convient à un patient, qui ne convient pas à un autre patient. Donc, c'est important d'avoir une diète personnalisée. À Saint-Damien, malheureusement, nous n'avons pas encore les moyens d'avoir une diète personnalisée, mais on a fait beaucoup de chemin donc pour au moins donner un repas qui est assez équilibré pour tous les patients, mais on veut bien y travailler à ce que chaque patient pourrait avoir une diète qui soit accordée à son type de cancer. Donc, c'est s'assurer de l'apport en macronutriments, c'est-à-dire en énergie, en protéines et en lipides, en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines et en minéraux, pour permettre la croissance, une meilleure qualité de vie chez le patient. Donc, il faut une évaluation, un suivi nutritionnel dès le diagnostic, au cours du traitement et même après le traitement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les recherches ont montré qu'il n'y a pas moyen de faire la prise en charge du cancer sans faire la prise en charge nutritionnelle parce que les enfants vont de toute façon avoir des atteintes, comme je l'ai montré, ce qui peut avoir comme facteur qui rentre en compte. Donc, avec ces atteintes-là, il faut un accompagnement de ces enfants pour s'assurer au moins qu'ils reçoivent les besoins dont ils ont besoin, dont leur organisme nécessite pour leur croissance et pour leur développement. Donc, nous savons que nous sommes en pédiatrie, en dehors que nous avons affaire à des enfants avec cancer, mais il s'agit également de patients pédiatriques. Donc, on doit s'assurer de leur croissance et de leur développement aussi. Donc, la nutrition dans le cancer joue un très grand rôle parce que ça permet de diminuer l'incidence et la mortalité du cancer infantile, donc de diminuer la survenue de malnutrition. Donc, on a vu que la malnutrition, ça peut entraîner une diminution de son système immunitaire. Avec son système immunitaire qui est diminué, cet enfant peut développer des infections à répétition qui peut lui être fatale sans que ce soit vraiment le cancer qui soit imputable à sa mort. Donc, ça permet d'augmenter la qualité de vie des patients qui sont affectés par le cancer. Donc, l'enfant qui est bien nourri, l'enfant qui a une diète qui est équilibrée, ça se voit que c'est un enfant qui a une meilleure qualité de vie, qui joue normalement. Donc, on peut voir ça dans le service. Ceux qui sont beaucoup mieux nourris, Donc, ceux qui sont mieux nourris, ceux qui ont une meilleure alimentation, on le voit, des enfants qui sont très joviales, donc qui ont vraiment une meilleure qualité de vie. Également, la nutrition joue un rôle dans la biologie. Donc, comment est-ce que l'organisme, ça fonctionne dans les soins supportifs. Donc, un patient, même si on ne peut pas vraiment espérer qu'il soit traité, mais la nutrition rentre dans les soins supportifs pour au moins aider à une meilleure qualité de vie pour le patient, que ce soit un patient en soins palliatifs ou en soins supportifs. Ensuite, ça permet de diminuer la toxicité des médicaments et aussi, ça joue un rôle dans la thérapie et dans la survie des patients. Donc, parler de cancer infantile revient à parler de l'importance de la nutrition, donc son rôle à placer. Donc, c'est un programme qui est très jeune, qui a été instauré en 2019 au sein de l'unité oncologique. Donc, on travaille à améliorer la qualité de vie des enfants. Bien qu'on n'a pas encore partagé nos données, mais cependant, nos données montrent que la majorité des patients en fin de traitement, donc pratiquement tous nos patients pour l'année dernière, en fin de traitement, ont fini leur traitement avec un bon état nutritionnel parce qu'ils ont eu cette évaluation et ce suivi assez régulier. Donc, ce qui leur a permis en fin de traitement, même s'ils avaient développé la malnutrition au décours de la pathologie ou bien au décours du traitement, mais à la fin, nous avons vu que 100% de nos patients de l'année dernière, tous ces patients-là ont fini avec un bon état nutritionnel avec un poids normal pour leur âge. Donc, en gros, c'était ça que j'avais à partager avec vous sur l'importance de la nutrition dans le cancer infantile. Donc, voici quelques références que j'ai utilisées pour cette présentation. Je vous remercie. Dr. Brutus, on t'entend? Et d'abord, si pour cette opportunité qui est ouverte. Ça va? Oui, on t'entend, oui. Je voudrais d'abord remercier le professeur Maï de cette opportunité. Je voudrais remercier le professeur Maï de cette opportunité qui est offerte à la Fondation haïtienne anti-cancer infantile et à l'unité oncologique de l'hôpital Damien de partager avec son public, je dirais, et les interventions, certaines interventions qui se font en Haïti en matière de diagnostic précoce et de prise en charge du cancer infantile.
Maintenant, Dr. Gassan, Dr. Sanon ayant présenté pratiquement leurs interventions, la manière de la prise en charge et au niveau de l'unité, il me revient, et à titre de président de la FACI, vous dire et en quelques mots comment nous intervenons en complémentarité et en assistance et aux interventions de l'unité fondée en 2014, mais reconnue comme fondation en 2017. Depuis lors, comme disait tout à l'heure le docteur Sanon, le programme est jeune, le programme en nutrition est jeune datant de 2 ans, mais la partie est aussi jeune parce qu'elle agit seulement de 7 ans. Néanmoins, conscient de la réalité et des contraintes auxquelles faisait face l'unité oncologique, et il a été décidé de structurer cette fondation il y a quelques années. Parce que avant la création de la FACI, essentiellement, c'était des dons étrangers qui apportaient une assistance financière, je dirais, au fonctionnement de l'unité. Et la société civile haïtienne a compris qu'il fallait intervenir et compléter et cette 2014 et beaucoup d'efforts a été fait en vue de développer la FACI et de la structurer et apporter une assistance directe à l'oncologie. La FACI actuellement, nous comptons environ 220 membres et conseil d'administration élu pour de 2 ans et contrôle, je dirais, et supervise les interventions du bureau exécutif, mais il ne faut pas négliger l'intervention des volontaires. Sans les volontaires, ils ne pourraient pas, parce que le bureau exécutif est constitué seulement de 4 personnes, 2 à plein temps et 2 autres pratiquement à temps partiel. Et ceci pour une raison bien simple, c'est que la collecte de ce fait, les ne répondent pas à nos attentes. Donc, on fait très attention à la gestion des fonds collectés. À peine 20% des fonds collectés sont à l'administration. Et de manière pratique, nous répondons certainement aux requêtes en besoin d'assistance de l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, en accord avec l'administration de l'hôpital, mais il ne faut pas négliger la collaboration intensive qui se fait avec le ministère de la Santé publique et de la Population. Dr. Gassan a dit tout à l'heure comment la disponibilité de chiffres, de statistiques en matière de cancer faisait défaut en Haïti, ce qui est vrai, et c'est pourquoi nous-mêmes, conscients de cette réalité, nous avons failli pour que le cancer réel et le cancer pédiatrique tout particulièrement fassent l'objet de beaucoup plus d'attention de la part du ministère de la Santé publique en Haïti. Et il y a environ 3 ans, une initiative régionale a été mise en place, Dr. Gassan en a parlé, et l'objectif serait, en traitant 6 principales causes de 6, et je dirais, cancer pédiatrique, et spécifiquement, on arriverait à assurer un taux de survie de près de 60% et des enfants souffrant de cancer. Et Haïti est partie prenante et nous avons l'OMS régional et assisté de l'unité de Saint-Jude Research Hospital et ont mis en place et ont accompagné différents pays de la région en vue de mettre en place des plans nationaux de diagnostic précoce et de prise en charge du cancer infantile. Haïti a développé aussi un plan de diagnostic précoce et de prise en charge. Maintenant, le plan existe, il s'agit de la mettre à exécution. Nous contribuons dans la mesure du possible à accompagner, mais tenant compte de la situation socio-économique et politique du pays, n'avançons pas vite que nous l'avions souhaité. Maintenant, je vais me répéter et dire que l'hôpital Saint-Damien offre des services de chimiothérapie, de chirurgie, mais quand il s'agit de bénéficier de radiothérapie, par exemple, si les cas sont diagnostiqués tardivement et méritent des interventions complémentaires de radiothérapie, il faut les envoyer en République dominicaine. Parce qu'en Haïti,
nous ne disposons pas de structures de services de radiothérapie. La bonne nouvelle, c'est qu'à Domaine, où plus de 15 de radiothérapie sont disponibles et pour voir patients de l'hôpital, de l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien en République dominicaine. Et quand c'est nécessaire et quand c'est sollicité, la FATI apporte un support de manière à faciliter le transport de ces enfants en République dominicaine. Et cette semaine encore, nous avons eu certaines requêtes et nous avons répondu positivement avec l'assistance de la compagnie Sunrise qui effectue le transport de Haïti en République dominicaine, tenant compte du fait que l'utilisation, les voies terrestres sont risquées ces jours-ci de plus en plus. Ceci dit, j'ai présenté assez brièvement la structuration de la FATI, comment nous intervenons, mais c'est que nous avons quand même une réponse plutôt positive de la société civile pour répondre à nos requêtes dans le cadre de notre campagne annuelle de collecte de fonds. Nous ne sommes pas au niveau de la République dominicaine qui dispose d'une économie 10 fois plus grande. En République dominicaine, nous avons assisté, nous avons visité une structure, une maison de transit où les jeunes qui bénéficient de traitement peuvent être logés accompagnés de leurs parents pendant leur période de prise en charge. En Haïti, la mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas pareille structure. L'un des objectifs de la FATI serait que ces enfants qui viennent de la province accompagnés de leurs parents, dont certains n'ont jamais visité Port-au-Prince et qui arrivent la première fois, ces enfants sont pris en charge à l'hôpital ou des fois sont suivis en ambulatoire. Il s'agit pour ces parents qui ne peuvent pas faire nécessairement le va-et-vient de leur point d'origine d'être logés quelque part. Nous n'avons aucun espace approprié pour le faire. La plupart, sinon la totalité des fondations que nous avons visitées à travers l'Amérique latine bénéficient de ce genre de structure. Donc, le parti est plutôt ambitieux de ce côté-là et on souhaiterait, dans un moyen terme, arriver à bénéficier de support pour monter une structure pareille où les en charge à l'hôpital pourraient être logés, accompagnés de parents, dans une structure qui les accommoderait, où ils pourraient être nourris convenablement de manière à faciliter leur séjour à Port-au-Prince. Donc, juste en résumé, pour vous dire que nous intervenons, je dirais, dans le court terme, mais nous avons une vision sur le moyen terme, mieux à nous développer un réel et cancer en Haïti. Pour le moment, vu que ce n'est que l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien qui offre ce genre de service de prise en charge d'enfants souffrant de cancer, la FATI est une fondation et oriente et surtout toute son assistance vers l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien. Néanmoins, de la serait que structure au niveau national qui se lance en charge cancer pédiatrique pourrait bénéficier aussi du support. Ah. Je pense qu'on est le père de Jean-Robert. Donc, en attendant que le docteur Brutus puisse se rebrancher, et peut-être en termes de, j'aimerais juste savoir par rapport à l'idée de créer une maison de transition. Et c'est pas si, et je sais qu'ici au Canada, avant de construire de telles maisons, il y a eu une collaboration avec le réseau hôtelier. Et les hôtels il y avait comme une entente globale où tous les hôtels, bon, pas tous les hôtels, beaucoup d'hôtels mettaient à la disposition des personnes atteintes de cancer, je pense que c'est 5% ou 2% de leur chambre. Okay? Et il y avait vraiment une bonne couverture, ce qui vraiment permettait aux fondations contre le cancer de faire beaucoup d'économies.
Donc, au lieu d'investir dans la construction, etc., comme tel, elle a dit que c'était une prise en charge communautaire. Okay? Et par après, il y a eu le manoir McDonald's. Donc, McDonald's a financé une maison à Montréal, puis il y a eu d'autres maisons McDonald's. Mais j'ai bien aimé l'idée de faire collaborer, qu'on appelle nous, la communauté. Donc, je pense que c'est une piste envisagée qui ne coûte pas tellement cher. Puis des fois, la fondation peut donner un minimum aux gens pour qu'ils paient leur nourriture, parce que ce qui leur prend, c'est un droit. Okay? Et pour la nourriture, même pas avoir une collaboration avec les restaurants. Donc, c'est de créer un réseau d'entraide au lieu que tout soit sur le dos d'une fondation. Okay. Et donc, Jean-Robert, tu es de retour? On t'avait perdu? Oui, c'est là. Bon, essentiellement, je pense avoir partagé en gros ce que je voulais dire de la FACI. Au cours de la discussion, on pourra intervenir à nouveau. Okay. Par rapport à ton commentaire concernant certaines collaborations avec les hôtels et de la place, et c'est une bonne suggestion. On va pouvoir continuer à explorer, dialoguer avec les responsables hôteliers. Et ce que je peux dire pour le moment, l'environnement en Haïti n'est définitivement pas le même qu'au Canada, mais la suite et on pourra aussi pouvoir et vers quel hôtel s'orienter si la faisabilité je dirais, de la recommandation. OK. Donc, pour lancer le débat, je vais partager une petite introduction que j'avais préparée par rapport au débat. Puis après ça va être la période de questions. Et donc, si je prends les statistiques au niveau mondial, ça va permettre de mettre en perspective la situation en Haïti. On sait que le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans. Donc ça, c'est les données de l'OMS. Le cancer frappe un enfant sur 400 avant l'âge de 15 ans. Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic. Du nombre d'enfants diagnostiqués, un tiers d'entre eux seulement sont atteints de leucémie. Les autres souffrent de lymphome et de tumeurs solides. Davantage de garçons que de filles reçoivent un diagnostic de cancer. Le taux de guérison global des principaux types de cancer est passé de 30% en 80 à plus de 80% de nos jours. Toutefois, lorsque la guérison est bel et bien au rendez-vous, les séquelles ou complications découlant des traitements sont présentes chez plus de 2 tiers des enfants et pour le tiers d'entre eux, ces séquelles peuvent être sévères et même mortelles. J'aimerais vous entendre par rapport à ces données-là, par rapport à Haïti. Surtout par rapport à ce que j'appelle, est-ce que vraiment, comme j'ai pu comprendre effectivement, est-ce qu'il y a plus de cas de garçons et de filles? Est-ce que c'est le taux d'âge, même aux alentours de 15 ans maximum? J'aimerais savoir un petit peu par rapport à vos réactions par rapport à cela. Bon, en premier lieu, Dr. Mani, on n'a pas encore, Haïti n'a pas encore fait sa transition épidémiologique. Okay? Donc, en pédiatrie, il y a encore les maladies infectieuses qui sont les grandes tueuses. Okay? On a encore la pneumonie, on a la diarrhée, on a la malnutrition, on a HIV. Donc, ces maladies sont encore des problèmes en Haïti. D'accord? Et quant au groupe âge de 15 ans, là, on ne peut pas s'aventurer parce que lorsque nous parlons, même si l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien est l'unique unité à prendre en charge ces enfants, nous sommes quand bien même limités parce que l'hôpital prend en charge les enfants de 0 à 13 ans. Quoique, et depuis plusieurs années, étant donné que nous sommes la seule unité dans le pays, nous avons mis une année de plus, donc nous recevons les enfants de 0 à 14 ans. Et lorsqu'il y a de la place, on peut arriver jusqu'à 16 ans. Donc là, on ne peut pas vraiment parler pour Haïti, sinon on parle pour l'hôpital Saint-Damien. Et plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic.
Je te dois cette réponse parce que dans ma tête, là, je n'ai pas vraiment ce chiffre, mais pour nous, et à l'hôpital Saint-Damien, nous recevons beaucoup plus de garçons que de filles avec un diagnostic de cancer. Bon, il y a des pathologies qui probablement sont plus fréquentes chez les petits garçons que chez les filles, mais c'est quelque chose de culturel également. En Haïti, on tend parfois à amener plus vite les petits garçons chez le médecin que les petites filles. D'accord? Le taux de guérison global des principaux types de cancer est passé de 30% en 1980 à plus de 80% de nos jours. Bon, j'avais bien dit ça au début de la présentation. Dans les pays à riches, OK, avec les high income countries, sur chaque 5 enfants avec cancer, ils arrivent à guérir 4 enfants. Ce n'est pas notre réalité dans les pays à faibles et moyennes ressources économiques et moins encore dans les pays à faibles ressources économiques comme Haïti. D'accord? Il y a certains pays qui n'arrivent même pas à 10% de survie. Okay? Encore une fois, à l'hôpital Saint-Damien, on a entre 40 et 43% de survie. Ça, c'est la survie à l'hôpital Saint-Damien. Mais si on prend le pays et la République d'Haïti en général, nous pouvons voir que la majorité des enfants ne sont pas diagnostiqués. Donc, si la majorité des enfants ne sont pas diagnostiqués, la majorité des enfants sont en train de mourir. Ça, c'est notre réalité. Maintenant, si je prends le commentaire final qui dit que bon, il y a beaucoup d'enfants où les effets secondaires des traitements sont là, je sais que dans les données probantes que j'ai consultées, on sait que pour les cancers infantiles, on a dit que la chimiothérapie doit être utilisée en premier escient. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire les masses et après ça, on fait une chirurgie et puis ça se règle souvent. Et malheureusement, lorsqu'on doit aller vers la radiothérapie, c'est là qu'il y a des problèmes. Alors, remarquez que la grande majorité des traitements de radiothérapie ont comme séquelles et un problème au niveau de la croissance des enfants, puis même au niveau du cerveau, c'est des problèmes au niveau vraiment de la détérioration au niveau cérébral. Est-ce que, donc vous êtes, et en d'autres mots, on a dit que la radiothérapie devait être un dernier ressort parce que, d'une part, les séquelles sont assez graves et le taux de rémission est également bas. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Les taux de rémission, non, bon, et nous utilisons... Je parle pour la radio. Je parle pour la radio. Oui, nous utilisons la radiothérapie au cas par cas. OK? Ce n'est pas tous les enfants et d'emblée qui ont une indication de la radiothérapie. Okay? La radiothérapie vient comme complément à certains enfants et à certains stades parce qu'il faut bien se rappeler okay, que la majorité, okay, plus que 70 à 80% des enfants qui nous arrivent à l'hôpital Saint-Damien ne nous arrivent pas dans un stade précoce, c'est-à-dire ni 1 ni 2. Généralement, les enfants arrivent dans un stade assez avancé, c'est-à-dire 3 et 4. Et certaines pathologies cancéreuses sont très chimiosensibles et radiosensibles comme la tumeur de Wills. Donc, l'impact de la radiothérapie de manière sur la sphère cognitive, comme on peut l'appeler, c'est plus pour les enfants avec tumeur au niveau du cerveau, la tumeur cérébrale, d'accord, oui. Et ça laisse des enfants avec des séquelles assez importantes. Et de nos jours, on tend au fur et à mesure à repenser, à diminuer tant l'exposition que la fréquence de la radiothérapie en cancer infantile. Mais il est toujours utilisé. Okay. Et bon, toujours au niveau mondial, donc on sait actuellement que les gens meurent c'est devenu, qu'on appelle nous, le plus grand. Bon, c'est sûr que si on met toutes les maladies autres et confondues, on a 29%, mais le cancer devient le principal tueur. Contrairement dans le passé, c'était les maladies cardiovasculaires qui étaient en ligne de compte. Et après ça, bon, on parle au niveau des accidents, maladies cardiovasculaires, chroniques, diabète, pneumonie, Alzheimer. Et donc, est-ce qu'en Haïti, grosso modo, c'est un petit peu le même portrait qu'on revoit? Est-ce que le cancer est devenu un tueur numéro 1 ou bien c'est toujours, comme je disais tantôt, les maladies infectieuses? Bon, et ceci, on ne peut pas le dire parce qu'il faudrait, je pense que j'ai brossé et Jean-Robert également a brossé.
OK? Donc, on avait fait une estimation de 504 nouveaux cas par année. Comme j'avais dit préalablement, les maladies infectieuses continuent à tuer toujours en Haïti, conjointement avec le cancer. Donc, c'est là où il nous faut travailler, OK, pour avoir des données fiables et pouvoir et démontrer que le cancer également tue les enfants en Haïti. Docteur Sanon, il y a ajouté par rapport à la peine Non. pratique clinique. Je sais actuellement, le diabète actuellement est endémique parce que, bon, actuellement, j'anime un groupe en Haïti, nutrition et diabète. Puis, bon, actuellement, il me donne des chiffres vraiment qui sont assez alarmants pour le diabète. Alors, notre problème en Haïti, c'est qu'on n'a pas suffisamment de données. Donc, on peut difficilement se comparer à ce qui se fait ailleurs, à ce qu'on a comme chiffre ailleurs. Le peu dont on dispose, parfois, ça peut concerner uniquement un centre, donc c'est peut-être pas représentatif de tout le pays. Donc, ce qu'on a comme échantillon ne peut vraiment pas l'extendre à toute la population. Donc, c'est ça notre problème. J'espère qu'avec ma génération, donc, on va produire beaucoup plus de savoir, beaucoup plus d'articles, faire beaucoup plus de recherches pour qu'il y ait des données disponibles sur la situation en Haïti. Okay, merci. Docteur Brutus, vous avez ajouté? Je pourrais, Claude. Et oui, certainement. Docteur Gasson et, bon, docteur Sanon vient d'en parler aussi. Nous avons un problème majeur en Haïti de non-disponibilité de statistiques fiables. Et pour illustrer cette contrainte, je pourrais te dire que nous n'avons pas eu de recensement en Haïti depuis près de 20 ans. Le dernier recensement date de 2003. Ceci étant dit, et nous, la FACI, en coordination avec l'unité oncologique, on a voulu bien comprendre la situation du cancer en général et du cancer infantile. Le ministère de la Santé en matière de cancer infantile ne dispose que des données soumises par l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, je pourrais dire avec assurance. Si vous allez au ministère de la Santé et que vous souhaitez obtenir des données statistiques au niveau national, je peux vous dire que vous allez rester sur votre soif. Il y a une direction statistique au ministère de la Santé, mais qui fait face à des contraintes majeures. Et il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là pour que des données fiables, régulières, soient collectées au niveau national, traitées par le Bureau des statistiques, ce qui ne se fait pas régulièrement, sinon du tout, de manière à savoir ce qui se passe. Donc, quand vous parlez, il y a des institutions privées qui sont impliquées dans la prise en charge du cancer en général, mais ce sont plutôt des initiatives du secteur privé et ces responsables interviennent en toute bonne foi, je dirais, mais il faut admettre que le ministère de la Santé, tenant compte des diverses priorités auxquelles il fait face, n'accorde pas que le cancer ne serait pas sa priorité principale. Je ne sais pas si ceci répond un peu à ta question. Moi, c'est juste par rapport qu'on appelle nous, à dire que bon, lorsqu'on fait des politiques qu'on appelle nous de santé publique et de prévention, on a tendance à donner des prévalences à certaines pathologies. Bon, je sais que dans la petite histoire, dans les données que je reçois d'Haïti, on a mis actuellement les maladies infectieuses, effectivement. En deuxième position, on met le diabète, puis on met l'hypertension. Donc, quasiment, une fois qu'on parle d'Haïti, ces trois éléments-là viennent. Maladies infectieuses, diabète, hypertension. Puis, on occulte complètement le cancer. Okay. Donc, c'est là que je pense que c'est important de remettre les pendules à l'heure si on pouvait avoir des données qui permettaient de voir on meurt de quoi en Haïti. Bon, justement, Claudie, le problème, ce n'est pas qu'on occulte vraiment le cancer, c'est qu'on n'a pas de données. Donc, si on n'a pas de données, donc on ne peut pas parler d'une pathologie. Et maintenant, on sait que tout se fait en médecine, bon, depuis bien longtemps. D'ailleurs, c'est evidence-based. Donc, d'où notre lutte, ou du moins notre approche, notre travail conjoint avec le ministère de la Santé publique pour faire du
cancer une priorité et commencer à sensibiliser, à mettre des registres, à d'abord former les prestataires de soins, les agents de terrain, les médecins, les infirmières, et ensuite aller vers des registres hospitaliers, c'est-à-dire dans les centres de santé, dans les hôpitaux, et dans le futur, avoir un registre national de cancer. Donc, comme ça, on pourra avoir des données. D'accord. Merci, docteur Sanon. Vous avez levé la main? Docteur Sanon avait levé la main, oui. Ah, désolé. Moi, ce que je voudrais ajouter, en dehors du registre des données statistiques dont on devrait disposer, il faudrait également qu'il y ait d'autres centres qui prennent en charge le cancer en Haïti, qu'il y ait une formation en amont pour le diagnostic précoce du cancer, parce qu'on peut bien avoir le registre. Beaucoup de cas peuvent passer inaperçus parce qu'il n'y a pas une connaissance des signes du personnel, par exemple, même ici dans la capitale, mais dans certains milieux. Donc, des fois, ce sont des patients qui nous viennent dans un état assez grave. Donc, vraiment, ce serait une formation également pour qu'on puisse déceler, identifier un patient avec susceptibilité d'avoir un cancer. Ainsi, on aurait un registre qui soit représentatif de la situation. Demain, je pense que... Oui. Attends-moi, docteur Mani. Bon, ce n'est pas seulement formé pour détecter, parce qu'il y a à chaque niveau de la pyramide sanitaire, il y aura un besoin, il y aura une formation, parce qu'en même temps, on est en train de détecter, il faut bien avoir un personnel qualifié, il faut avoir des unités, des services, des départements pour recevoir ces patients et les traiter. Donc, d'une main, on fait détection et de l'autre main, il faut avoir un personnel qualifié pour prendre en charge ces patients. Mais comme on dit qu'il faudra faire une nuance entre dire que décès, donc, ce tableau, c'est vraiment de quoi qu'on meurt. Par exemple, ici au Canada, dit que chaque personne qui décède, il faut qu'on mette la cause du décès. Donc, on ne peut pas mourir d'une façon de mort inconnue. D'autres mots, il faut qu'à côté de votre nom, on dit que maladie cardiovasculaire, bon, il y a toujours une cause parce qu'il y a un légiste qui vient. Bref, donc il y a tout un processus pour encadrer les morts. Okay? Que ce soit par balle, que ce soit par étranglement, noyade, on va vous dire qu'est-ce qui tue. Donc, après ça, maintenant, on pourrait faire d'autres statistiques versus maintenant les pathologies qui sont en cours, qui sont chroniques. Okay? Mais ici, c'est vraiment de quoi qu'on meurt, grosso modo. Et après ça, le deuxième tableau, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va passer à l'autre diapo. Donc, il y a une étude que j'aime beaucoup. Oui. Oui, on t'écoute. Oui. Est-ce que je pourrais faire un commentaire? Ce que je pourrais dire par rapport au en place au Canada pour identifier les causes de décès, les enregistrer et disposer de statistiques régulières et fiables. En Haïti, malheureusement, même les naissances ne sont pas enregistrées. Donc, quand on meurt, ce n'est pas évident qu'il y ait un suivi réel et que les structures gouvernementales, sinon étatiques, je dirais pas gouvernementales, mais plutôt étatiques, et mises en place fassent le nécessaire. Il ne faut pas oublier qu'en matière de santé, quand même pour Haïti, le ministère de la Santé ne dispose que de 4 à 5% et quand le budget est élaboré. Alors que est recommandé par l'OMS serait autour de 15%, c'est 4 à 5% du budget national. C'est ça, c'est sur le papier. Ce n'est pas évident que les 4 à 5% du budget soient effectivement alloués et rendus disponibles au ministère de la Santé. Cela explique en quelque sorte, disons, certaines contraintes et une démobilisation du personnel spécialisé ou non à s'occuper de certaines pathologies et rendre disponibles des statistiques. Et ce type d'intervention étant considéré malheureusement par manque d'information et de sensibilisation comme étant un travail supplémentaire. Le mot inutile est un peu fort, mais pourrait être utilisé. C'est ce que je voulais passer comme commentaire. D'accord, merci. Et donc, l'autre
échange que j'aimerais avec vous, c'est concernant ce qu'on appelle, nous, bon, on est conscient, les données probantes le confirment, qu'effectivement, les cancers, disons, chez les enfants sont vraiment de type immature, comme on dit, indifférencié, à évolution très rapide. Donc, c'est très difficile de faire ce qu'on appelle, nous, de la prévention. Okay. On peut faire de la prévention d'une façon beaucoup plus, qu'on appelle, nous, globale. Et contrairement, si on cible un cancer infantile particulier, c'est quasiment une mission impossible. Et, par contre, lorsqu'on fait un peu de recul, et je sais que dans les données que j'ai consultées, et en particulier pour les cancers infantiles, on a remarqué qu'il y a une corrélation étroite qui existe entre les enfants qui ont subi beaucoup de traitements de type antibiotiques, anti-inflammatoires, en d'autres mots, des traitements qui ont comme immunisé et baissé le système immunitaire. Okay? Donc, il y a et l'autre catégorie, c'est les enfants dénutris. Donc, lorsqu'on prend ces deux pôles-là, donc enfants qui ont été, je dirais, traités avec beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de traitements, beaucoup d'infections, donc il y a qui sont des traitements qu'on appelle nous immunosuppresseurs, et on a même introduit certains, des fois trop de vaccins, des vaccins mal ajustés. Okay? Et d'autre côté, donc, si on enlevait cette partie-là, actuellement, l'étude qu'on parle, qui est actuellement en cours, a mis de côté 2 facteurs. Les facteurs de risque qui sont actuellement, il y a plus de 30 facteurs et 20 facteurs de risque qu'on a identifiés, qu'on va voir tantôt. Et on a pris maintenant les préalables qu'on pouvait faire avant. Et on a remarqué qu'il y a certaines régions du monde où il n'y a pas de cancer infantile. Et c'est les enfants qui ont été le moins exposés à des traitements de type antibiotiques, etc. comme tel. Donc, en d'autres mots, pendant longtemps, on essayait de voir est-ce que vraiment il y a une corrélation entre le PIB et les cancers infantiles. Puis on a remarqué que le lien entre PIB et cancer infantile est vraiment lié à la malnutrition et bon, bref. Donc, j'aimerais savoir est-ce que par rapport à ces facteurs de risque-là globalement, surtout pour le cancer infantile, donc je parle de malnutrition qu'on a élaboré tantôt, mais également au niveau des traitements. Je sais qu'en Afrique, par exemple, on vend des antibiotiques quasiment sur le marché public. Les gens prennent des antibiotiques à n'importe une petite grippe antibiotique. On les vend quasiment comme des bonbons. Okay? Est-ce que ce genre de problème-là, on le retrouve en Haïti? Je pense que ce n'est même pas seulement en Afrique, même chez nous, les antibiotiques sont en vente libre. Et donc, c'est vraiment un problème, la vente d'antibiotiques dans les pays à faibles ressources, et c'est quelque chose qui n'est même pas régularisé non plus. Et effectivement, Dr. Mani, certains types de cancers sont plus fréquents, et dans les couches défavorisées ou encore dans les pays à faible revenu, comme par exemple ces enfants-là qui souffrent de malnutrition, qui sont exposés à certaines infections, surtout les infections virales, comme l'Epstein-Barr virus, qui est un virus qui est le EBV, qui en partant produit le lymphome de Burkitt, le lymphome de Hodgkin, et le carcinome nasopharyngé, et il y a tant d'autres également. Et c'est idem, je pense que Catherine a élaboré là-dessus pour le rétinoblastome. Il y a certains types de cancers qui sont plus fréquents dans les pays à faible ressources économiques et dans certaines couches défavorisées parce que et son état, par exemple, nutritionnel, et l'enfant est constamment exposé à certains virus, généralement, et ces virus, particulièrement l'Epstein-Barr virus, a la capacité de changer le code génétique de l'enfant en question. Docteur Sanon? Ça va? Donc, on va passer à l'autre. Oui, je suis là. D'accord. Et, on va oui, je suis là. Okay. Donc, ce que l'on a remarqué effectivement. On m'entend? Oui, on y va. Donc, on dit que par rapport à votre constat actuel, est-ce que vous allez dans ce sens que, et sans dire qu'on va cibler d'une façon spécifique un cancer pour le prévenir, mais si on fait une prévention qu'on appelle globale,
et versus les infections, versus la parité économique, est-ce qu'on ne pourrait pas faire baisser le taux d'incidence des cancers? C'est possible. C'est possible parce qu'on a remarqué qu'il y a une différence entre les types de cancers selon le pays, donc selon le niveau économique du patient, donc selon l'état nutritionnel. Donc, on a remarqué que selon la diète de l'enfant, donc même si on ne peut pas dire que la nutrition peut être imputable, mais on a remarqué que selon certains types de diète, dépendamment de la diète de la population, il y a certains cancers qu'on peut retrouver qu'on ne trouve pas dans d'autres populations. Bien qu'on ne peut pas vraiment incriminer le rôle de X ou Y médicaments, mais je pense que des interventions sur la nutrition, des interventions sur l'état nutritionnel, des interventions, par exemple, des politiques publiques, comme je l'ai dit, par exemple, avec l'administration d'acide folique chez les femmes en âge de procréer, ça peut faire un changement dans l'incidence du cancer infantile ici en Haïti. Pour l'usage des antibiotiques, je ne peux pas vraiment me prononcer de la situation ici en Haïti, mais comme le Dr. Gassan l'a dit, c'est vrai qu'on utilise des antibiotiques en veux-tu en voilà, il y a l'automédication. Donc, est-ce que c'est un facteur? On ne sait pas, vu que jusque-là, on ne peut pas parler sans qu'il y ait des recherches pour ça. Okay. Donc, je disais que est-ce que ce ne serait pas une piste, bon, je suis d'accord qu'il faut identifier les symptômes pour pouvoir faire un genre de dépistage précoce, mais malheureusement, souvent, je dis que lorsqu'on dépiste, c'est un petit peu des fois, souvent, pas trop tard, mais c'est des fois, surtout, ce sont des diagnostics qu'on appelle le type non différencié, parce qu'il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent avoir les mêmes symptômes. Donc, souvent, la personne ne va pas cibler le cancer, elle va dire, ah non, non, c'est un autre problème quelconque. Est-ce qu'il ne peut pas avoir un tableau comme celui produit par Fachi, mais un tableau dans une vision préventive, okay, avec, on appelle nous, et moins d'antibiotiques, etc. D'autrement, est-ce que ça n'aurait pas fait, bon, je n'ai pas dit que ça ferait une différence, mais est-ce que ce ne serait pas un ajout dans le tableau de la prévention? Est-ce que ce n'est pas complémentaire? Parce que si je prends l'autre tableau, on dit plus de 111 cas de cancer pourraient être évités chaque année si l'on réduisait considérablement le tabagisme et l'excès de poids respectivement. Maintenant, si on parle de tabagisme, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne fument pas, mais qui sont des fumeurs indirects. Et donc souvent, on va dire, mais non, l'enfant ne fume pas lorsqu'il est jeune. Mais au contraire, c'est là qu'il est le plus à risque lorsqu'il y a un membre de la famille qui fume. Mais ce n'est pas seulement le tabac, mais il y a d'autres types de fumée qui véhiculent les mêmes éléments de goudron, etc. Actuellement, la cuisine et les caoutchoucs qui brûlent, bon bref, rappelons tous les combustibles fossiles créent les mêmes problèmes que quasiment le tabagisme, à part la nicotine. Okay, donc, on dit que le tabagisme est la principale cause évitable de cancer, suivie par l'inactivité physique, l'excès de poids, la faible consommation de fruits et l'exposition au soleil. Environ 18% de tous les cancers diagnostiqués au Canada sont dus au tabagisme. Les cancers les plus évitables au Canada sont les cancers du col de l'utérus, du poumon ainsi que de la tête et du cou. Si les tendances actuelles se maintiennent, environ 11 500 cas de cancer pourraient être dus à des facteurs de risque modifiables d'ici 2042. Donc, si vraiment on faisait vraiment de la prévention active dans le sens propre du terme, on perçoit que l'excès de poids deviendra la deuxième principale cause évitable du cancer après le tabagisme en 1942. Et je regarde actuellement en Haïti, il y a un problème d'obésité infantile qui commence avec la sédentarité, avec le pays là, que les gens ne bougent pas, les enfants ne bougent moins, il y a moins d'activité physique. Est-ce que vous avez remarqué ce genre de problème également en Haïti? C'est pour qui la question, Dr. Maï? C'est au 2, au 3. Docteur Boutier, c'est toujours là? Non, je n'ai pas. Mais si on prend par exemple... Moi, je pense que pour les enfants, avec tout ce que vous venez de dire, okay, c'est encourager une vie saine, une diète alimentaire saine, okay, commencer depuis tout petit à éduquer les enfants. Parce que même si le cancer de l'enfant, en majorité, on ne peut pas le prévenir, mais le cancer à l'âge, ou du moins chez les adultes, 80% des cancers chez les adultes, on peut les prévenir tout en modifiant les facteurs de risque. D'accord? Donc, moi-même, je pense que ce serait
dès tout petit, dès l'enfance, OK, et préconiser, OK, une vie saine, une bonne alimentation, une alimentation équilibrée. De nos jours, les parents, même en Haïti, ce sont les fast-food, les junk-food, OK, apprendre l'enfant à manger bien. Mais comme docteur Sanon a dit, par exemple, en Haïti, de plus en plus, cela devient très difficile, OK, à cause de la situation socio-économique qui ne cesse de se détériorer depuis déjà plusieurs années déjà. Donc, moi-même, j'encouragerais une vie saine et une alimentation équilibrée. Mais si on reste toujours dans le concept qu'on appelle nous de cancer infantile, actuellement, le grand débat qui est toujours, donc il y a les pour et les contre. Et il y a ceux qui défendent l'hypothèse du cancer d'origine, qu'on appelle nous génétique. Donc, on parle des gènes. Donc, vraiment, c'est de l'inné. Okay? Actuellement, donc, il y a des gens qui vont soigner et proposer des traitements qui visent à soigner ce qu'on appelle nous le gène défectueux. Par la chimio, la radio, etc. De l'autre côté, actuellement, il y a tout un nouveau courant, qu'on appelle nous une approche plus métabolique, okay? Qui dit que le cancer est d'abord d'ordre métabolique, non pas d'ordre seulement génétique. D'autres mots, elle dit que c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le métabolisme qui dégénère le gène ou bien est-ce que le gène est venu comme ça? Maintenant, on admet qu'il y a de l'inné et de l'acquis. On peut venir avec un gène défectueux, comme donc on sait que le cancer du sein, on peut venir avec le gène RBA1 ou bien RBA2, mais on peut également développer le cancer d'une façon acquise. Okay? D'autres mots, dit qu'on peut agresser nos gènes par des goudrons, tous les facteurs carcinogènes sont des facteurs qui vont agresser nos gènes. Okay? Pensez-vous que le cancer infantile est un cancer de type inné ou acquis? Bon, pas tous les cancers. Bon, est-ce qu'on peut cibler que la majorité des cancers infantiles sont innés ou acquis? Le cancer infantile, moins de 5% des cancers infantiles est d'origine génétique. D'accord? Et certains cancers comme le rétinoblastome, surtout lorsqu'il est bilatéral, c'est-à-dire dans les deux yeux, et le Wilms, 5% de la tumeur de Wilms bilatérale, okay, sont d'origine génétique ou héréditaire, où le papa et la maman, chacun apporte un gène. Mais en général, dans le cancer infantile, moins de 5% des cancers infantiles, okay, sont d'origine génétique. Okay, généralement, l'altération qui se produit, surtout chez les enfants, se produit généralement in utérus. Okay. Mais est-ce que vous faites la nuance entre génétique et héréditaire? D'autant actuellement, la littérature admet que tous les cancers sont quasiment génétiques parce que ça attaque un gène, mais, oui, pas obligatoirement héréditaire. D'autres mots, dit non, héréditaire, c'est lorsque papa et la maman, les deux parents, ils passent le gène défectueux. Il y a certaines familles, bon, on n'a pas, je ne me rappelle pas du nombre d'enfants, ok, parce qu'on n'est pas très poussé en génétique non plus en Haïti, mais il y a certains enfants pour lesquels le diagnostic était ambigu, où on a envoyé les pièces en deuxième révision dans certains pays vraiment élevés, où ils ont détecté le gène P53. Et généralement, ce gène-là, c'est quelque chose d'héréditaire. OK. Parce que c'est important de bien faire la nuance entre l'héréditaire et le génétique, parce qu'actuellement, on admet que tous les cancers sont génétiques parce qu'il faut que le génome soit attaqué, mais par contre, ils ne sont pas tous héréditaires. Héréditaires, exactement. Et donc, actuellement, si on regarde le tableau final, actuellement, on sait qu'il y a, comme on appelle ça, les fameuses 5 règles d'or. On dit que si on prend ne pas fumer, maintenir un poids normal avec un IMC en 19 et 24, bien que l'IMC n'est pas le facteur unique, il faut vraiment voir ce qu'on appelle nous la composition corporelle, et manger en abondance et plus de fruits et légumes, donc plus de légumes. Et 4, être actif, puis enfin réduire la consommation de produits riches en sucre, en gras, etc. Donc on appelle ça les 5. On dit que si on intègre ces 5 facteurs-là, qui sont actuellement à la base des mesures d'hygiène préventive, on dit que ça pourrait réduire de 90% les cas de diabète de type 2, 82% les maladies cardiaques, 70% les cas de cancer et 70% les accidents vasculaires cérébraux.
pensez-vous qu'actuellement, si on appliquait ce genre de principe-là en cancer infantile, est-ce qu'on pourrait avoir un tableau moins aggravant? Docteur Ebrutus dit qu'il a eu un problème avec sa connexion, donc il ne peut pas se connecter à nouveau. D'accord? Donc, je vous ai perdu pendant quelques minutes. Donc, je dis que pour le cancer infantile, et dans ces 5 facteurs-là, en Haïti, lequel pensez-vous est le plus endémique? Est-ce que c'est la question de tabagisme? Est-ce que c'est l'obésité qui commence à prendre de la place? Est-ce que c'est le manque de produits végétaux que les gens mangent moins et de grains entiers? Parce que les gens, généralement, mangent beaucoup de produits transformés actuellement en Haïti. Bon, moi, j'aurais dit qu'il nous faut, je ne sais pas si les autres partagent mon avis et le docteur Sano. Bon, pour avancer une telle hypothèse, il faudrait d'abord commencer à faire des études. OK? Quel est le pourcentage de la population haïtienne qui fume? Je ne sais pas si vous l'avez. Mais bon, que je sache, il n'y a pas vraiment une grande quantité. Je ne me rappelle pas du chiffre, mais nous, en Haïti, nous ne sommes pas vraiment une population fumeur. Je ne sais pas si ça a changé. Bon, je dis qu'il faut voir par rapport aux enfants qui sont atteints de cancer, est-ce que leurs parents fument? OK? Et comme je disais qu'il faut voir Mais c'est ce que je dis. Et bon, il faudrait d'abord poser ces questions. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, il n'y a pas que la fumée du tabac. Parce que nous, en Haïti, par exemple, nos manifestations sont riches en pneus. Et le pneu, lorsqu'il brûle, à la fin, il donne un produit qui est toxique, qui est cancérigène, qui infiltre toute la nappe souterraine. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs parce que l'environnement en elle-même n'est pas sain. L'environnement est malsain. Sans compter les aliments fumés, comme la ressort. La ressort et les poulets barbecue. Et bon, voilà. C'est tout, je ne sais pas si Catherine voudrait ajouter quelque chose. OK. Donc, docteur Sano, donc, je pense que pour vous, vous avez beaucoup de travail à faire par rapport à... Lorsque je regarde l'assiette santé des Haïtiens, généralement, on dit que dans le nouveau guide alimentaire canadien, brésilien, il faut que la moitié de l'assiette soit faite de crudités. Végétaux. Puis actuellement, est-ce que, lorsque je regarde les assiettes des Haïtiens, c'est moitié, c'est du riz, moitié, c'est... Des fois, non. Moi, c'est vraiment tout un combat. Ce que j'ai remarqué, plus les parents ont des moyens économiques, c'est moins que l'alimentation de l'enfant, c'est plus que l'enfant consomme des junk food, des produits de conserve, etc. Donc, vraiment, ce que j'ai même remarqué, même les marchands de légumes, etc., ils ne donnent pas vraiment les légumes à leurs enfants. Donc, ils préfèrent vendre les légumes, vendre les fruits et puis acheter des jus en canette, etc., pour donner à leurs enfants. Donc, c'est vraiment beaucoup d'éducation que je suis en train de faire avec les parents que j'ai ici en oncologie pour essayer de changer les méthodes alimentaires parce que plus ils achètent des trucs en supermarché, est-ce que c'est un signe de, je ne sais pas, de niveau social, mais c'est vraiment un problème. C'est une rééducation pour leur montrer, voilà ce qu'on a ici. Nous sommes dans un pays tropical, nous avons des produits bio, donc on a intérêt à bien manger parce que c'est disponible, bien que c'est cher. Donc, dernier partage d'écran et que je voulais faire avec vous. Donc, je vais arrêter ça. Et nous, actuellement, au réseau CESPA, on parle de ce que j'appelle ce n'est pas juste au niveau qu'on appelle nous de la diète, on parle de, il y a juste voir par rapport à, donc, c'est la règle qu'on appelle, nous, le avant, pendant, après. Donc, je vais voir si je peux la trouver.
Donc, généralement, au niveau du réseau CESPA, dans le groupe de recherche avec qui on a participé, on a essayé de faire un genre de consensus avec que ce soit l'association canadienne, américaine. On a essayé de voir qu'est-ce qu'ils mettaient en ligne de front. Puis, ils ont déterminé qu'on appelle, nous, 3 grandes étapes. Le avant, c'est en prévention primaire. Le pendant, en prévention secondaire, donc lorsque la personne est malade. Puis, en troisième, après le cancer. Donc, si on regarde, par exemple, l'avant, bon, c'est d'effectuer un bilan de santé. Ensuite, de privilégier un mode de vie. Donc, c'est vraiment, on fait de la gestion préventive. Dans le pendant, c'est là qui appelle nous le cœur, c'est qu'ils ont opté pour une approche métabolique. Et actuellement, il y a un consensus qui dit que tous les cancers évoluent dans un milieu qu'on appelle nous de type qu'on appelle nous alcalin, okay? Et également que le cancer se nourrit de sucre. Okay? Donc, on dit que pendant le diète, en même temps qu'on fait la chimiothérapie ou bien même la chirurgie, et dans le pendant, il faut couper les sources énergétiques des cellules cancéreuses par un régime hypotoxique, hypocalorique à tendance cétogène, donc à faible charge glycémique. Ils ont remarqué que lorsqu'on fait cela, donc on donne moins de sucre, etc. comme tel, puis on donne moins de calories, mais pas pour que la personne soit en manque de nutriments. Réduire le réseau d'approvisionnement des cellules cancéreuses à l'aide d'aliments riches en facteurs anti-angiogéniques pour qu'il n'y ait pas qu'on appelle nous de connexions qui se font. Ensuite, en troisième, activer les systèmes immunitaires par des actions immunostimulantes, faire appel à des aliments fonctionnels, donc tout ce qui peut augmenter l'immunité. Et enfin, affaiblir les cellules cancéreuses par une biothérapie anti-cancer en faisant appel à des aliments qui ont des facteurs anti-cancer. Donc, en même temps que la personne fait son chimiothérapie, fait son traitement, d'autres mots, on lui donne un petit plus. Ils ont remarqué que lorsqu'on ajoute une approche complémentaire à une approche conventionnelle, les taux de rémission et des séquelles après sont... Et après ça, dans le après, maintenant, c'est de visualiser, bon, bref, il y a toute une approche. Okay? Donc, grosso modo, est-ce que dans votre stratégie actuellement, votre plan d'action au niveau, que ce soit au niveau de l'hôpital, que ce soit au niveau de la FACHI, est-ce que vous misez un avant, pendant, après? Ou bien, parce que j'ai cru comprendre actuellement, vous êtes centré beaucoup sur le pendant. Okay? Donc, le avant, c'est beaucoup plus pour le dépistage précoce, mais ce n'est pas un mode de vie global. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces 3 temps-là? Et quelle importance que vous pensez qu'il fallait accorder à ces 3 temps-là? Donc, est-ce que Dr. Gasson prend la parole ou bien? Et c'est que j'ai une autre petite réunion, donc on est en train de me donner l'alerte. Et est-ce que vous pouvez répéter à nouveau? Donc, je dis que par rapport aux 3 temps, avant, pendant, après, est-ce qu'actuellement, dans votre prise en charge et au niveau de l'unité, est-ce que vous misez sur le avant, pendant, après ou seulement le pendant? Ou bien de l'avant, pour l'alimentation? Pour l'alimentation? Globalement. Okay. Bon, généralement, à l'unité oncologique, nous voyons le présent et le futur. D'accord? Nous voyons le présent et le futur, OK, pour la prise en charge des enfants. OK, c'est projeter ces enfants pour l'insertion également et future et dans la société. Donc, nous voyons maintenant et nous voyons après. Docteur Gasson? Docteur Sanon? Non, docteur Sanon. Non. OK, moi, ce que je pourrais ajouter, donc, surtout sur le plan nutritionnel, donc, c'est difficile de voir le avant, donc, dès que l'enfant est diagnostiqué, vient vers nous. Il y a le pendant. Donc, comme vous avez dit, pour ce régime avec faible teneur glycémique, donc, c'est vraiment, ça dépend du cas de l'enfant, de la situation, parce que, dépendamment, par exemple, pour la leucémie, certaines leucémies, on recommande dans les phases du traitement qu'on peut instaurer un régime où on diminue la teneur en calories. On a remarqué que ça donne de bons résultats. Mais dépendamment du patient, parce que si on a un patient qui a des problèmes nutritionnels, qui a déjà des déficits d'énergie en protéines, donc on doit s'assurer que le patient reçoit suffisamment également. Donc, vu qu'on est en pédiatrie,
Donc, non seulement le patient a le cancer, mais il faut s'assurer de sa croissance, des besoins de l'organisme également. Donc, on donne en fonction des besoins du patient. Donc, malheureusement, on ne fait pas cette association avec la médecine, je peux dire, bon, la médecine traditionnelle ou pas. On n'a pas cette association-là pour le moment, mais on s'occupe également de l'après parce qu'on sait qu'il y a risque que les patients développent des récidives, donc il y a toujours un suivi, même après la fin du traitement, dépendamment du patient en question, les patients continuent à les suivre, dépendamment de comment est-ce que le Donc, patient... tu vas passer la parole à Dr. Brutus qui est sous téléphone parce qu'il ne veut plus se connecter, donc il va dire le mot de la fin et avant qu'on puisse éclore la conférence. Tu peux y aller, Jean-Robert. Bon, je vais commencer par remercier le professeur Maï et le CISPA d'avoir invité et la FACI à participer à cette session. Je voudrais aussi remercier les docteurs Gassin et Sanon qui se sont rendus disponibles et parce que partager avec le public et les informations dont nous disposons et faire le plaidoyer en faveur du diagnostic précoce et de la prise en charge du cancer infantile est une obligation que nous nous faisons et c'est avec plaisir que nous avons participé à cette session et avons répondu à l'invitation du Dr Gassin. Nous souhaitons avoir dans le futur une opportunité similaire de manière à compléter les informations partagées aujourd'hui. Nous souhaitons du succès à CISPA et souhaitons que le ministère de la Santé dispose de financement dans le futur pour orienter ces interventions de manière beaucoup plus active en matière de diagnostic précoce et de prise en charge du cancer infantile. Donc, encore une fois, merci et à CISPA, merci et à aux intervenants du jour. Au plaisir d'être à nouveau avec vous dans le futur. Je crois que c'est tout, Claudie. Merci beaucoup. Okay. Merci encore. Donc, de mon côté, je vais dire également merci à tout le monde et surtout bientôt à ceux qui vont nous écouter. J'aimerais par contre laisser un petit message constructif versus ce que moi j'appelle et souvent, et beaucoup de gens pensent que l'argent est un objectif pour pouvoir réaliser des choses. Je dis souvent, il faut avoir une intention. L'argent demeure un moyen. Okay? Donc, une fois qu'on a une intention éducative, une émotion thérapeutique quelconque, qui est bien cernée et bien articulée, je pense que les moyens vont venir. Et ça peut être, il peut y avoir des bénévoles, il peut y avoir, tantôt on parle des hôtels pour les hébergements, on parle actuellement, ici au Canada, il y a beaucoup de paniers santé qui sont faits par des coopératives et qui apportent des aliments dans les écoles. Donc, on parle d'agriculture urbaine. Donc, il y a, je pense, que beaucoup d'initiatives qui pourraient être prises par monsieur, madame, tout le monde avant d'attendre toujours que les capitaux viennent, parce que je dis souvent, les moyens sont multiples, ce n'est pas seulement financier. Donc, sur ce, merci encore.